Donc bonjour Bonjour. aux intervenants, bonjour au Bonjour. public. Pour une séquence un peu particulière puisque suite à un désistement de notre intervenant pour des raisons personnelles et plutôt tristes, donc nous lui souhaitons en tout cas bon courage pour faire face à ces difficultés. Nous vous proposons un échange sur la thématique en lien avec le confinement et donc sur des échanges sans présence en addictologie, donc des dispositifs d'échange sans présence en addictologie, point après 6 semaines de confinement dans ce cadre de crise sanitaire. Alors je vais céder la parole dans un premier temps à Philippe et Didier pour qu'ils présentent le dispositif qu'ils ont vécu dans cette période un peu particulière. Et puis ensuite, je céderai la parole à Corinne également pour qu'elle nous décrive, elle, également son dispositif. Et puis ensuite, nous formaliserons les éléments au travers, ou en tout cas, nous ferons quelques échanges au travers de quelques questions, et puis également au travers des questions que vous nous poserez si vous le souhaitez. Je vais donc laisser la parole à Philippe et à Didier sur ce qu'ils ont pu vivre dans cette période de crise sanitaire. Ouais, bonjour, et je voulais préciser qu'il y avait aussi Olivier qui est avec nous, présent merci. aussi avec nous, Désolé, qui est en visio. Donc, moi, je suis Philippe, malade alcoolique et toxicomane, abstinent depuis 2013. Donc, je fais partie du groupe de parole Entre deux eaux Montrichard. Et depuis le premier confinement, avec les collègues, on a mis avec Didier, Corinne et Olivier, on a mis en place des visio-réunions, puisque voilà, les groupes de parole ne pouvaient pas se faire en présentiel. Donc, on est obligé de pallier un peu à ce manque pour les personnes qui étaient soit en sortie de cure, de centre de cure, soit en attente de soins, et puis pour les personnes aussi qui étaient dans nos groupes habituellement que l'on voyait tous les jours. Mais je vais laisser Didier quand même se présenter aussi. Oui, Didier du groupe Entre deux eaux et du groupe de parole de Blois, patient aussi abstinent depuis 3 ans. Oui, ce dispositif, on l'a mis en place, mais ça s'est fait très rapidement lors du premier confinement pour garder, bien entendu, le lien entre nous, entre les groupes de parole. Ça s'est fait au moment où les groupes de parole de Blois et de la vallée du Cher et de l'Indre-et-Loire aussi, par l'intermédiaire de Gilles Poulain, tout s'est regroupé. Et donc, il fallait répondre à une demande. Bon, il ne fallait pas s'isoler, donc on a mis en place, alors on a tâtonné un peu, on a sur les différents réseaux pour trouver quand même le moyen de se contacter. Au départ, c'était 2 voire 3 fois par semaine. On a organisé des visios. Même le dimanche. Même le dimanche après-midi, oui, parce qu'il nous semblait que c'était utile, parce qu'au départ, il y avait une demande. Il y avait une demande très forte de la part de certains. Par contre, on s'est heurté quand même aussi à un problème, c'est que pour certaines autres personnes, elles se sont un peu isolées parce que le mode de communication leur convenait pas. La visioconférence, Internet, ça leur convenait pas. Et hélas, on a perdu un peu de patients et de participants à nos groupes de parole présentiels habituels dans cette affaire. On garde des liens avec eux, mais en tout cas, ça s'est avéré très vite, très, très utile, parce que ça a même attiré des nouveaux. On a même eu des nouveaux patients qui sont ralliés à ces visioconférences et qu'on a pu aider. Ça a été efficace parce qu'on a pu aider quand même un certain nombre de gens de cette manière-là. Et il faut dire que ça a aussi permis de rallier des gens qui étaient géographiquement assez éloignés. Donc, en ça a été quand même positif. Malgré tout, malgré les circonstances, ça a été quand même positif.
des résistances un peu techniques ou de confort avec la technologie? Au début, on a essayé différentes applications, parce qu'on n'y connaissait rien, de toute façon, les uns et les autres, hein, mais on était assez sûrs, on ne connaissait pas grand-chose. Donc, on a essayé différentes applications. C'est vrai que ça a été du tâtonnement, hein. On a été vraiment, ça n'a pas été évident dès le premier coup, quoi. Et par la suite, on a fini par trouver. Et c'est vrai que certaines personnes ne sont pas très à l'aise avec ce moyen de communication, quoi. Pas du tout à l'aise et ne se sentent pas bien, quoi. Et c'est des formats de séances qui durent combien de temps? Ça a pu durer des fois plus de 2 heures. Oui. Mais c'est arrivé, en fait, on fixait une heure de rendez-vous et quelquefois, il fallait refaire une demande de réunion pour prolonger parce que le débat, ben, il était parti. Et puis, alors, il y en avait qui… Le principe le principe quand même, c'était que les gens puissent se connecter quand ils le veulent. C'est-à-dire pas forcément tout le temps de la réunion, mais au moment où ils le peuvent et où ils le veulent. Et comme ça, on avait des gens qui se connectaient, qui partaient, qui revenaient, voilà, c'était le principe un petit peu, ce qui fait que on avait une participation dès le départ, on avait une participation d'une dizaine, une douzaine de personnes chaque fois, quand même, ce qui est pas mal pour une visioconférence. Déjà. Et le rythme de ces séances, vous avez dit tout à l'heure que c'était toutes les semaines? 3 fois. Alors, on faisait mardi, jeudi et dimanche après-midi au départ. Ce qui n'est peut-être pas le rythme des groupes de parole en présentiel? Non, on faisait plus, oui. D'accord. On avait accéléré parce qu'il nous semblait nécessaire il y avait une demande. Ça, c'était le tout premier confinement, hein. Ouais. Donc, voilà, et c'est vrai que là, c'était vraiment nécessaire. Après, on a quand même ralenti les choses parce que ça devenait aussi épuisant pour nous aussi, hein, malgré tout. Ouais. Donc, il a fallu ralentir un petit peu. Donc, voilà. D'accord. Est-ce que actuellement, ça continue au jour Oui, d'aujourd'hui? bien sûr, oui. C'est un dispositif qui s'est poursuivi. Normalement, on a une visio ce soir. Juste après notre colloque, il y a un rattaque sur une autre visio. D'accord. Je vous propose peut-être de mettre en parallèle une deuxième expérience, celle de Corinne, et puis après, j'aurai peut-être des questions à vous proposer à tous ensemble. Alors, je suis Corinne Melzer, fraîchement patiente experte en addictologie, et j'ai plusieurs expériences effectivement avec la visio. C'est-à-dire que au niveau de l'association des patients experts en addictologie, on avait des intervisions. Comme moi, j'étais encore en formation, ça me permettait d'avoir des intervisions et des supervisions avec les patients experts et mes pairs. Et puis, j'ai vécu aussi une expérience de visio avec les personnes, les usagers du XAPA Port-Bretagne, que l'on a mis en place, tout simplement. Parce qu'effectivement, à partir du premier confinement, c'était compliqué, on ne pouvait pas se rendre dans les lieux de soins. Il n'y avait pas beaucoup de… On avait plein d'ateliers en fin de compte de prévus. Et là, tout s'est arrêté. Ce qui fait que les gens se sont retrouvés isolés chez eux. Et à partir de là, je pratiquais déjà du Zoom avec ma famille et j'ai dit, ben voilà, ce serait quand même pas mal. Comme j'ai beaucoup de numéros de téléphone d'usagères et d'usagers du XAPA, je dis, ben voilà, est-ce que ça vous intéresserait? On a essayé de mettre ça en place et on a mis ça en place. Et là, nous, c'était à peu près aussi une fois par semaine, pas plus d'une heure. Et pour garder le lien, parce qu'en fin de compte, l'addiction, c'est la maladie du lien. Et quand il n'y a plus de lien, bah, c'est l'isolement. Et là, ça va très mal. Est-ce que c'est du coup un dispositif qui, notamment pour le centre de soins et d'accompagnement, le XAPA, l'initiative c'est les usagers qui ont eu l'initiative, ouais, voilà. Alors, je ne sais pas si Olivier peut intervenir ou pas. Oui, absolument. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Nickel. Oui, tout à fait. Ouais. Bonjour, merci de m'accueillir. Là, je parle depuis Blois. Alors, un des gros avantages des groupes de la visio, des groupes de parole en visio, comme vous pouvez le voir, c'est que moi, je peux intervenir sans masque et je ne risque pas de vous contaminer. C'est déjà très important.
pour rebondir sur ce que disaient mes collègues là, en fait, on a mis ça en place très très rapidement. L'objectif, c'était d'aller très très vite à l'époque, en mars 2020, au moment du premier confinement, pour casser effectivement, pour casser cet isolement, hein. Et donc, on était passé par, comme dit Philippe, par TeamViewer, etc. Et très très vite, on est arrivé sur Zoom, avec un particulier qui nous a prêté son site payant, hein, pour avoir la qualité de la connexion. Donc ça, c'est important, parce que le collectif pour lequel on bosse, notre action, c'est gratuit, c'est important, et ça fait appel à la générosité. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème on dépasse les problèmes de fonctionnement, il faut faire, on fait, et on donne. Donc ça, c'est vraiment important. Ce qui nous permet donc de participer par le témoignage. Nous, le but du travail, c'est comme pour les groupes de parole, mais c'est le témoignage. On n'est pas là pour prêcher la bonne parole, on est là pour témoigner de ce qu'on a vécu, nous, pour aider les autres. Alors, je reviens aussi, pendant que j'ai la parole, sur ce que disaient mes collègues sur le fait qu'on a perdu certains participants des groupes de parole, hein, dans les visios. Alors, il y a eu le problème de la fracture numérique, mais il y a eu aussi le problème des problèmes éthiques, des problèmes de philosophie. C'est-à-dire, c'est des gens, des anciens, la plupart du temps, qui n'ont pas pu passer le pas. Ça les a mis en colère quelque part, parce que je pense qu'ils ne se sont pas autorisés à faire ce côté expérimental, à participer à ce côté expérimental, et dans lequel on a beaucoup réfléchi tous, et on s'est aperçu qu'on devenait quelque part un peu des soignants, et donc des patients experts soignants, et qu'il faut accepter et reconnaître ça, et accepter de devenir soignant par rapport aux collègues qui en ont besoin. Et aussi, petit à petit, on a découvert qu'on pouvait avoir une action sociale, c'est-à-dire accompagner les gens dans la démarche, les conseiller, voir les participer, retrouver des gens au tribunal, par exemple, voir les avocats avec eux, etc., et les accompagner. Donc voilà ce que j'avais de mon côté pour témoigner. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce que ça veut dire que, de ce fait, ces dispositifs d'échange à distance changent la nature de ce qui se réalisait auparavant dans le cadre de groupes de parole, je dirais plus classiques, parce que présentiel est connu avant? Oui. Oui, parce que déjà, une des usagères m'a dit, en fin de compte, c'est bien parce qu'on s'est mieux connus. En fin de compte, on se côtoyait par le biais du XAPA au niveau des ateliers. On se dit bonjour, on fait un atelier et on s'en va. Et là, du coup, avec ce dispositif, on est chez soi. Ce qui fait qu'on a tout notre temps pour éventuellement discuter après, même le groupe fini, on peut rester aussi en lien, en Zoom, ou se téléphoner. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se sont encore plus appris les uns des autres. Et puis, il y a aussi quelque chose à souligner qui est vraiment très important, c'est rigolo parce que c'est un contact en distanciel, mais qui crée du lien, en fin de compte. Et le lien qui a été rompu, par exemple, au niveau du XAPA ou d'autres établissements, comme par exemple à Bichat et à Beaujon, au niveau de l'APEA, les patients experts ont aussi dans leur téléphone tous les numéros des gens qui sont passés en soins et qui vont en groupe de parole. Et donc, du coup, ça permet aux gens qui n'osent plus, parce qu'il n'y a plus tellement de consultations, et ils n'osent plus reprendre contact avec le médecin ou le psychologue ou la psychiatre. Et là, le patient expert fait le relais et peut dire, voilà, là, il y a un tel qui commence un petit peu à tomber, ça serait pas mal de pouvoir retrouver au moins une petite consultation, ou parler au téléphone, ou envoyer un mail. Il y a aussi ça aussi qui s'est mis en place. Le système de mail aussi, quand on voit que quelqu'un commence un petit peu à flancher, à pas être bien, on dit, voilà, pense que tu peux envoyer aussi un mail à ton référent psychologue, psychiatre ou médecin dictologue, ou tout simplement éducatrice et assistante sociale. En fin de compte, ça a permis le lien. Eux, comme moi, on fait un lien avec une sécurité médicale, en fait. Et puis la parole n'est pas la même, de toute façon. Et oui, elle n'est pas la même qu'en présentiel, puisque c'est vrai, comme tu dis, les gens sont peut-être déjà, ils sont chez eux, donc ils sont un peu plus à l'aise peut-être. Et le fait de parler à l'écran, il y a peut-être moins cette appréhension de l'effet immédiat de la personne qu'on a en face de soi. Peut-être, j'imagine, je ne sais pas vraiment, mais c'est ce que je pense, oui.
Et je crois que les personnes aussi, il faut savoir que au moins le soir, on se dit quoi, à 18h, tiens, il faut qu'on s'en aille, il faut qu'on rentre à la maison, ou alors il faut qu'on sorte de chez nous pour aller au groupe de parole. Donc voilà, à ce niveau-là aussi, ça y joue beaucoup, parce que voilà, on n'a pas besoin de se déplacer, on est à la maison, on est dans les chaussons, au coin du feu, et voilà, quoi, on est quand même plus à l'aise, je pense. Donc la parole n'est pas la même, fatalement, la parole n'est pas du tout la même. Ouais, l'échange est différent dans la mesure où effectivement c'est plus dur quelquefois d'aborder un groupe de parole. On l'a vu, nous, au début des visios, quand de nouveaux sont arrivés, de nouveaux participants. Il y en a certains, par exemple, qui ne mettaient pas l'image au départ. Ils ne mettaient que le son, mais ils ne mettaient pas l'image. Puis petit à petit, l'image apparaissait, le visage apparaissait parce qu'ils prenaient confiance. Et donc, le processus n'est pas tout à fait le même qu'en groupe de parole en présentiel. Et comme disait Corinne, nous, ça aboutit aussi à aller plus loin que le simple échange sur les expériences, sur les témoignages de chacun, puisque sur certains cas, on a été amené aussi à aider, à faire aller au-delà de l'échange et de faire, y compris aider dans des démarches administratives. Comme disait Olivier tout à l'heure, voilà, comme disait Olivier tout à l'heure, en faisant que, pas pour faire à leur place, mais pour essayer de les motiver à s'en sortir, quoi. Ceux qui avaient beaucoup de peine. On a eu des cas comme ça et voilà. Et je pense que la visio a permis ça. Et je ne sais pas pourquoi le présentiel aurait pu le permettre aussi d'ailleurs, mais la visio a au moins permis ça. On a peut-être l'impression de plus se rentrer dans l'intimité des gens à la rigueur. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que finalement l'image, c'est pas une forme d'intrusion ou de partage de son lieu d'habitation quelque part, ou d'une petite fenêtre dans son intimité? Tout à fait, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et d'autant plus que, comme tu le rappelais tout à l'heure, on est chez soi. Donc, effectivement, on peut aussi mettre la visio ou pas, entendre seulement, parler. On peut couper son micro et puis faire autre chose et écouter et rebondir éventuellement. Donc, il y a une disponibilité qui est complètement autre et une facilité, évidemment, une facilité, mais il faut aussi avoir un lien, une connexion Wi-Fi. Par contre, là, c'est un souci parce qu'il y a certainement des gens qui auraient aimé pouvoir bénéficier de la visio et qui, par manque de moyens techniques, n'ont pas pu. Et voilà, c'est regrettable. Et est-ce qu'ils peuvent se connecter par téléphone? Oui, par contre, oui. Et est-ce que c'est une pratique courante ou finalement c'est pas très utilisé? Enfin, nous, personnellement, on en a eu plusieurs quand même qui se connectaient via leur téléphone, oui, qui étaient même dans leur voiture, des choses comme ça, enfin sans conduire, hein, mais qui sortaient du travail ou quoi que ce soit, qui étaient dans la voiture. Ou des fois aussi, parce que ça posait problème à la maison, par rapport à la femme ou par rapport aux enfants ou autres, hein, par rapport à la famille. Ça pouvait poser problème, donc ils allaient dans leur voiture et se connectaient avec le téléphone. Vous nous faites une description plutôt très positive. J'aurais envie de vous demander quels sont les points négatifs. Le point négatif, c'est qu'il y a quand même ce lien comme on fait en ce moment, c'est d'être l'un en face de l'autre, c'est de pouvoir voir vraiment la personne concrètement en face, de pouvoir voir les choses corporelles, quoi, le corps. Depuis, ça n'a rien à voir quand même, ça ne remplacera pas le présentiel, quoi. C'est pas possible, il faut revenir au présentiel le plus tôt possible, ce sera mieux, tout le monde l'attend, de toute façon, tout le monde attend les réunions présentielles. Excuse-moi, il y a effectivement l'arrêt soudain quand on coupe le Zoom. Là, tout d'un coup, à un moment, vous avez plusieurs personnes, au revoir, on se fait des coucous, et tout d'un coup, paf, vous retrouvez chez vous. Alors, ça, c'est bien quand vous êtes assis en bonne santé, que vous êtes rétabli et que vous pouvez passer à autre chose facilement. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, ça peut être par contre un souci. Faut bien aussi, un peu comme un groupe de parole en fin de compte thérapeutique, c'est bien aussi de mettre les bases au départ, respecter la voix des uns, des autres, l'intimité aussi de chacun.
et partir du groupe tout en sachant que tout le monde va à peu près bien. Mais après, ce qui se passe derrière, on ne le sait pas non plus, comme quand dans un groupe parole physique. Mais effectivement, là, ça fait coupure tout net. Donc, c'est peut-être pas toujours évident. Ça pourrait être quelque chose de pas spécialement positif. On n'a pas le temps de se serrer la main, de se dire au revoir. En groupe présentiel, il y a toujours, à la fin du groupe, il y a un deuxième entretien qui se passe toujours, qui est dehors, souvent avec la cigarette pour les fumeurs, enfin, qui est en dehors du local. Et là où on ne parle plus du tout de la même chose, on parle du beau temps, de comment va la famille, enfin n'importe quoi, mais qui est vraiment un deuxième temps de parole après la réunion. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas, voilà, quand on fait les visios. C'est vrai que, comme dit Corinne, dès qu'on éteint, c'est fini, on est tout seul chez soi, puis voilà. Olivier, vous qui n'avez pas de masque, mais on n'a pas la présence physique, alors qu'est-ce que ça vous fait réagir? Oui, parce que, docteur, vous parliez des inconvénients, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais par contre, un des points communs entre le travail en visio qu'on fait et les groupes de parole, c'est qu'on appartient à un groupe. Il y a un phénomène d'appartenance et de loyauté par rapport au groupe qu'on retrouve en visio. C'est-à-dire que les gens qui viennent régulièrement, et je pense que ça joue beaucoup dans leur capacité d'abstinence, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas réussi encore son sevrage, le fait de venir toutes les semaines ou 2 fois par semaine en visio, et s'il reconsomme, il est très très embêté. Et il est gêné. Ils nous le disent souvent. Je suis désolé. Ah, je suis désolé, j'ai rechuté, etc. Donc il y a vraiment un phénomène très très important alors qu'on a perdu là avec le présentiel, puisqu'on peut plus se voir. Mais en présentiel, il y avait ce phénomène. Les collègues seraient sans doute d'accord, hein, quand on fait partie d'un groupe de parole en présentiel, il y a un truc de loyauté. Si on rechute, on se sent mal, on se sent vraiment mal par rapport aux autres, on n'ose plus venir, quoi. En visio, c'est un peu pareil. Et on retrouve ce truc qui est vraiment très, très important. Parce que, bon, nous, on est quand même on bosse derrière 2 addictologues qui sont exceptionnels, hein, le docteur Coste et le docteur Deminieux. Ils nous ont soignés et après, on s'est engouffré dans leur militantisme sur l'addiction et on bosse pour l'abstinence totale en sachant qu'on n'est pas des intégristes, hein. Les gens, ils ont le choix. S'ils veulent continuer à se détruire, il n'y a pas de souci, ça ne nous dérange pas, hein. Moi, je soutiens toujours que l'alcool, c'est quand même un des meilleurs médicaments contre le stress et contre la vie dure, hein. On n'a pas trouvé mieux encore, hein. Mais par contre, celui qui veut se guérir, celui qui veut sortir de la spirale, nous, on va pouvoir lui dire oui, on va pouvoir l'aider. Donc, c'est ce sentiment d'appartenance qu'on a en visio aussi. Merci Olivier. Je ne sais pas si on a un temps pour les questions peut-être. J'aurais juste voulu dire une chose, c'est qu'on a dit, voilà, c'est vrai qu'on a 2 addictologues qui sont super avec nous, heureusement qu'on les a, puisque ça nous aide beaucoup. Et on a aussi une infirmière, Karine, qui nous suit aussi depuis le début, qui est là dans les visios aussi, qui a aussi une grande expérience en addicto, quoi. Donc, c'était juste pour la citer, puis lui faire un petit coucou au passage. Tout à fait. Et dans les choses aussi positives qui se sont réalisées, qui n'étaient pas communes et qui n'avaient pas encore existé au niveau de l'APEA à Paris, dans les groupes de parole thérapeutiques Bichat et Beaujon, les groupes se sont constitués et n'ont pas cessé d'augmenter à chaque fois. De 3 groupes sont passés à 4, à 5 groupes, de 6 personnes à 12 personnes. Et arrivé à un moment, c'est une anecdote assez jolie d'ailleurs, arrivé à un moment, il y a des groupes qui sont j'y pense parce que Olivier vient de dire quelque chose sur la consommation en disant s'ils n'ont pas envie de se guérir, c'est pas grave. Mais je serais un peu plus modérée là-dessus. Il y a une consommation qu'on appelle contrôlée. Et c'est de ce dont il parlait. Et ces gens-là qui étaient en consommation contrôlée ont demandé à continuer, parce que les groupes ont repris là-bas, sur Bichat et Beaujon, à continuer de faire un groupe différent des gens qui veulent rester dans l'abstinence, par contre, parce qu'ils sentaient qu'ils mettaient peut-être les autres en danger. Donc, ils ont décidé de créer, c'est une création de groupe en visio pour les gens qui sont en consommation contrôlée. Voilà, je voulais juste mettre le petit point là-dessus parce que c'est nouveau aussi et ça fait partie d'une autre forme de soins. Oui, il y a une forme de souplesse et d'agilité au voilà, dispositif. Voilà, exactement. J'ai 3 questions. Je vais commencer par la deuxième question sur les 3 qui
pose la question de la distance et finalement le fait d'abolir la distance géographique au travers de ce dispositif. Est-ce que, alors la question elle est posée de la façon suivante, que pensez-vous de la mise en place de groupes de parole à distance dans le cas de maladies rares ou dans les départements et régions qui n'ont pas de groupe en présentiel? Et puis je compléterai cette question finalement, est-ce la proximité faisait que les gens se connaissaient physiquement et peut-être se repéraient dans un territoire géographique? Quand on est avec une distance géographique, est-ce que ça pose un souci ou pas en fait? Je vois par exemple, on a une personne qui est sur Orléans. Enfin, on a même deux personnes qui sont sur Orléans. Une personne qui est plutôt animateur quoi, avec nous, qui s'appelle Thierry. Et en même temps, une autre patiente, elle, qui est vraiment une personne qui est en grande détresse. Et je vois que si on n'avait pas Thierry, on ne connaît pas par exemple, on ne connaît pas ce qui se fait sur Orléans, quoi. Vu qu'on est quand même assez éloigné, on ne sait pas du tout ce qui se fait au niveau des groupes, donc on pourrait très bien regarder sur Internet, etc., puis dire à la patiente, bon, tu vois, voilà, il y a ça, mais sans vraiment connaître. Donc ça aurait pu être un problème. Bon, là, on a la chance, c'est qu'on a un animateur qui est sur Orléans, qui l'a pris un peu plus en main pour vraiment lui donner les groupes de parole, etc. Mais je pense qu'au contraire, non, c'est un avantage, justement, c'est un avantage de pouvoir réunir. On a quelqu'un qui est sur Tours aussi. Je n'aurais jamais pu, en présentiel, on ne pouvait pas le faire venir tous les jours dans le groupe. Moi, je pense que c'est plutôt un avantage, quoi. Voilà, oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait une forme de nomadisme oui, tout à fait. favorisé par cet accès facile finalement à des groupes en distanciel? Oui, puisqu'on a eu par exemple un ancien du Loir-et-Cher qui est à Lyon, qui nous rejoint et qui est venu nous rejoindre deux fois déjà en visio. Donc, on peut imaginer qu'il y ait des gens par connaissance ou qui viennent se greffer. C'est souvent comme ça, quoi. J'ai une deuxième question qui est bien sûr, quand cette crise sanitaire sera passée, est-ce que vous allez maintenir ce fonctionnement en distanciel? Oui, je pense. Nous, c'est pas encore. Oui, je pense parce que ça peut être vraiment bien. Et il y a des choses qui sont différentes. Par exemple, en groupe, on est souvent en rond ou autour d'une table, et parfois il y a quelqu'un qui parle. Et quand on est en face l'écran, s'il y a quelqu'un qui est là pour intervenir et dire tiens, je passe la parole, on peut souligner plus un petit regard. Une question est posée. Tu voudrais prendre la parole éventuellement? Oui, pourquoi pas. Vous voyez, il y a des choses qui se passent aussi différentes. Donc, je ne sais pas, oui, je pense que ça peut être intéressant. Il y a des gens qui ne peuvent pas déplacer, comme vous disiez tout à l'heure, pour différentes autres maladies. Et il y a aussi des gens qui sont dans l'addiction et qui sont handicapés et qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, je pense que ça serait important de faire ça parce que, voilà. Et puis aussi pour des questions de moyens financiers, parfois être en campagne et aller dans un groupe de parole en ville, c'est pas aussi, ça demande un moyen. Et voilà. Je pense que ça peut être très intéressant. Oui, je m'excuse. Non, c'est pas grave, vas-y. Non, mais c'est pour des questions de transport. Oui, voilà, il y a des personnes qui ne peuvent pas venir au groupe de parole. Et oui, je pense qu'il faudra, de toute façon, il faudra les garder. Oui, c'est des choses c'est un outil supplémentaire. Donc, pourquoi se priver d'un outil supplémentaire? Ce serait dommage. On en a discuté déjà un petit peu et on est d'accord pour privilégier le présentiel, bien entendu, mais je pense qu'on sera contraint de continuer parce que, compte tenu de l'espacement maintenant, de la distance, dans le groupe entre deux zones, on a des gens de Tours, de Blois, du sud de la vallée du Cher, sud du département du Loir-et-Cher et tout ça. Ça sera compliqué quand même de se voir en présentiel souvent. Donc, on va être obligé de maintenir quand même peut-être un rythme différent. Ça sera peut-être moins fréquent qu'en ce moment, mais je pense qu'on sera obligé de maintenir ce système-là. J'avais une troisième et dernière question qui était en fait la première, qui peut-être faisait référence à notre première séquence
il y a quelques semaines et qui peut-être, de ce fait, s'adresse peut-être plutôt à Olivier, je ne sais pas. La question est la suivante. Comment préservez-vous l'anonymat concernant les émissions de radio? Et j'allais compléter aussi cette question-là en vous demandant finalement, dans le distanciel, dans ces dispositifs distanciels, est-ce qu'il y a des gens qui revendiquent une forme d'anonymat? Alors peut-être d'abord à Olivier. Oui, merci. Ouais, je voulais intervenir sur les points précédents. D'abord, je m'excuse auprès de Karine. Effectivement, Philippe, tu as bien fait de réassocier Karine à l'équipe. Je suis désolé. Et elle se reconnaîtra. Et, ouais, ce que je voulais signaler, c'est ça. C'est est-ce qu'on va continuer les visios après? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est expérimental. C'est vraiment un système expérimental. Et de toute évidence, on n'a pas encore exploré à fond les possibilités de cet outil-là. Et je vois par exemple là, avec les copains, on a mis en place dernièrement des visios à 2 ou 3. C'est-à-dire qu'on a un espace de parole qui se libère. Là, effectivement, on a des gens qui sont chez eux, qui sont dans leur fauteuil, et qui n'ont pas le regard direct des autres sur eux, donc ils ont la parole libérée, et ils peuvent, contrairement au groupe de parole en présentiel, ils peuvent monopoliser la parole pendant 20 minutes, par exemple. Et au bout d'un moment, c'est vrai que ça gêne un peu le fonctionnement du groupe. Donc, maintenant, on va plutôt les prendre à 2 ou 3, en visio à 2 ou 3. C'est-à-dire que là, on va avoir un espace de parole pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Ils vont pouvoir vraiment vider leur sac, parler sans gêner le groupe. Donc, ça montre bien que c'est des trucs qu'on découvre petit à petit. Alors après, sur l'anonymat, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je peux dire que oui, ça se respecte. C'est-à-dire qu'avant une émission de radio, par exemple, si j'ai des participants nouveaux, je vais leur demander si je dis leur prénom ou pas leur prénom, ou leur nom. Et donc, si la personne ne le souhaite pas, on va garantir l'anonymat. Mais ce qu'on a vu souvent, nous, en groupe de parole présentiel, et donc en visio encore plus, c'est que au bout d'un moment, généralement, on dépasse ce problème d'anonymat. C'est-à-dire que on s'en moque un peu, on s'en moque, pas tout le monde, hein, mais on s'en moque un peu d'être reconnu ou pas reconnu. Moi, je sais que quand je fais de la radio, par exemple, avec la voix, il y a beaucoup de gens qui m'ont reconnu depuis longtemps. Didier, c'est pareil, il a une vieille voix de rocker, donc tout le monde sur Blois le connaît, et il y en a beaucoup qui l'ont reconnu. Et c'est des choses qui se dépassent, parce que, bon, en plus, nous, par contre, on a dépassé la honte, hein. C'est un travail important là-dessus, on a dépassé la honte et on est passé au stade militant, donc reconnu ou pas reconnu, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le fond, c'est d'aider les gens. Par contre, je voudrais souligner une chose, c'est vrai qu'en présentiel, certaines personnes, par exemple, si le local là où on se réunit, si le local est par exemple en centre-ville, ça peut gêner certaines personnes s'il est connu pour être voilà, le centre de réunion, que ce soit n'importe quelle association là, pour l'alcool. Ça peut poser problème pour les personnes pour venir, qu'on les voit rentrer dans la salle, ça peut leur poser problème. Que là, en visio, voilà, il n'y a pas de. Là, ils sont chez eux, donc il n'y a aucun problème. Ça peut, à ce niveau-là, l'anonymat peut jouer, quoi. Peut-être plus sécurisant pour certaines personnes qui auraient peur de se faire reconnaître. Oui, c'est clair. Est-ce que pour les animateurs de ceux qui organisent finalement ces dispositifs, est-ce que ça implique des savoir-faire particuliers, ou finalement ça reste assez voisin des compétences, des savoirs, des savoir-faire que vous mobilisiez auparavant finalement? Je crois qu'on apprend toutes les semaines, on apprend des choses différentes, parce que c'est vrai qu'il a fallu avoir des compétences un peu différentes quand même. Je pense que c'est un apprentissage en continu que l'on fait là. Parce que, enfin, pour moi personnellement, hein, moi je suis pas un professionnel de la chose ni rien, donc je n'ai pas de grande formation, et je pense que oui, c'est un apprentissage. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Comme l'a dit Olivier, c'est une expérience, donc à chaque fois on découvre des choses, et sur les visions on ne prépare pas. On prépare pas de choses. Alors, il y a la différence des émissions de radio où là, on travaille sur des thèmes bien précis, on prépare avant pour l'émission, mais sur les visios qui se déroulent comme des groupes de parole, on y va
librement, comme ça, le débat est libre. Et en ce qui concerne l'APEA, c'est sur des groupes de parole thérapeutiques. Donc, il y a à chaque fois, c'est en partenariat avec les équipes de soins, et notamment là, c'est avec une psychologue clinicienne et des co-animateurs qui sont les patients experts, soit au nombre de 1 ou de 2. Et souvent, comme au groupe de parole du mercredi midi à Bichat ou à Beaujon le lundi, il y a un thème qui est discuté. Et pour la fois prochaine, on peut en parler du thème. Et sinon, ça peut être aussi libre. Mais il y a toujours un thérapeute à côté. Et en ce qui concerne le groupe qu'on a monté avec les usagers du XAPA, là, c'était beaucoup plus libre. On parle un peu de tout et de rien, mais c'était quand même, on limitait quand même à 40-45 minutes. Chose qu'on a essayé de faire nous aussi au début, Didier. On a essayé aussi de limiter au départ nos interventions. Mais en fin de compte, on s'est aperçu que ça débordait toujours et après, on a laissé libre. Quand les personnes ont besoin de parler, on laisse parler, on les écoute et on est là à échanger tant qu'ils en ont besoin, quoi. Et puis, il y a les horaires aussi qui sont différents. Il y a aussi des horaires qui font qu'on peut rester à parler et des horaires de journée où on ne peut pas rester à parler, en fait. Le soir, évidemment, c'est beaucoup plus facile si on commence vers 18 h de continuer de parler. Bon, voilà, on mangera un peu plus tard, voilà. Mais en pleine journée, on a souvent des choses malgré tout à faire et ça peut être un moyen d'écourter. Voilà. Petite question, est-ce que derrière la caméra, on peut imaginer qu'il y ait plusieurs personnes en fait, c'est-à-dire à la fois du distanciel, mais que par endroit, il y ait du présentiel parce qu'il y a plusieurs personnes ou patients qui sont derrière la même caméra? Oui, moi je l'ai fait une fois justement pour initier quelqu'un qui savait pas trop comment s'en servir. J'avais été chez la personne et je l'ai initié et on s'est mis à 2, évidemment avec les protections, mais pour qu'elle puisse passer le cap de y aller et de ne pas avoir peur aussi de la machine. Parce qu'il n'y a pas, autant qu'en groupe de parole, des fois on a peur de l'autre, là parfois les gens ont peur carrément de l'outil numérique en lui-même. Et est-ce qu'il peut y avoir l'intrusion de la famille en fait? Parce que ça se passe à domicile. À la dernière visio qu'on a fait, on a une participante qui était là avec son conjoint, qui a le même problème et qui a amené qui a amené son conjoint à participer. Des fois, on a certains animateurs qui viennent avec leur bébé. Et puis, ça reconnaîtra. Et puis, il existe aussi des groupes de visio entourage pour les familles qui entourent, voilà, tout simplement. Donc, en tout cas, un bel éventail du possible, en fait, et une ouverture à d'autres dispositifs et d'autres accompagnements complémentaires, certainement, vous l'avez dit. Je pense qu'on a peut-être écoulé le temps. Et Olivier, grand merci. Corinne, Didier, Philippe, merci pour cet échange. Merci à vous. Merci beaucoup. Ouais. Super.